Ok, let's go. Être producteur en même temps penser tout, c'est pas forcément évident, mais c'est tellement kiffant. T'aimes le côté, production, montage, un peu «direction artistique» entre guillemets, même si, pas Ouais. forcément sur le visuel, mais en tout cas, sur là où tu vas amener le truc. Ouais, moi aussi j'aime bien cette partie-là. Sur la conception, en fait, le podcast, c'est une bonne excuse déjà pour parler à des gens, Mmh. élargir le réseau, Mmh. avoir d'autres opinions. Même si pour l'instant, je fais avec des gens que je connais déjà, donc je sais à peu près où je vais, mais l'idée, tu vois, c'est d'aller, je veux ensuite avoir des personnes qui sont dans des business physiques, des personnes qui sont des sportifs ou des sportives, et tu vois, vraiment aller chercher cet éventail de profils Ouais. que, dont on se coupe bien souvent dans le business en ligne parce que on a l'impression que le business en ligne, c'est la vie, alors que c'est pas du tout la vie Bah, normale. c'est un peu, ce qu'on disait justement au sommet des entrepreneurs du milieu où tu es venu, que tu vois, nous on a trop kiffé avoir des profils ultra différents, une nana qui avait un réseau, d'agences immobilières, comme, Amandine Barr, qui fait du SEO, en fait, vraiment relier un peu les mondes et surtout se rendre compte que, ce que nous, par exemple, on voit comme les grosses têtes de l'entrepreneuriat, en fait, dans le monde réel, personne ne les connaît. Parce que le business en ligne, c'est tellement un vase clos et il y a tellement d'autres possibilités et je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, si tu vas voir, des gens qui ont un business physique, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a des problématiques communes, notamment sur tout ce qui est lié au mindset, au questionnement de l'entrepreneur et tout, mais au quotidien, ils sont pas du tout dans le même délire, quoi. De ouf, de ouf, de ouf. Et ben, je te propose qu'on attaque d'ailleurs avec le sommet. Yes, Pas du tout ce que je t'avais dit tout à l'heure, la c'est question, pas grave. mais cet épisode, j'ai l'impression, on va le prendre comme il vient. On se laisse porter par le flow. Exactement. Alors, c'est quoi cette histoire de sommet? Alors, le sommet des entrepreneurs du milieu, c'est un peu une folle histoire, oui et non. En gros, bah, c'est marrant parce que justement, je vais avoir, une vidéo qui va sortir, sur ma chaîne YouTube là très prochainement, où on a enregistré, la veille du sommet un épisode de podcast dans un studio de podcast à Lyon pour raconter la genèse du sommet. Mais tout ça, c'est parti, alors ça fait vraiment, Otis le script dans Mission Cléopâtre, mais tout ça, c'est parti d'une rencontre. Il y a 2 ans justement quand j'ai voulu pivoter mon activité, je me suis fait accompagner par Claire, Bugades qui est donc, consultante en développement commercial et marketing. Donc elle m'a accompagnée et puis au fil de l'eau, nos liens se sont, approfondis. On est devenus amis, on travaille ensemble, dans le cabinet qu'elle a fondé, qui est le cabinet Alveare et évidemment comme tous les potes entrepreneurs, tous les jours on a masse de discussions sur plein de choses. Et Claire, l'année dernière, avait eu un peu cet éclair, elle le raconte dans le podcast, elle était en train de travailler, avec son mari, elle faisait du bricolage, enfin, je sais plus ce qu'elle faisait exactement et bref, elle était en train de dire qu'elle se reconnaissait pas, dans les modèles dominants justement qu'on voit en ligne, dans les modèles d'entrepreneuriat. Elle se reconnaissait ni, totalement dans la hustle culture, de bosser 60 heures par semaine, de cravacher comme une malade et cetera, même si elle apprécie l'ambition de la hustle et elle se reconnaissait pas non plus totalement dans le modèle du slowpreneuriat où c'est, bah, bosse 2 heures par jour, il y a que ta vie qui compte et cetera, voilà et du coup, elle a dit à son mari: «Je crois que finalement je suis au milieu» et donc au fil des discussions, on elle finit, par en faire un post Instagram qui résonne beaucoup et parallèlement à ça, en janvier l'année dernière, on s'est retrouvés avec Claire, Aurélie et Marion, des Audacieuses Créatives pour aller à un événement, d'entrepreneurs à Paris et en fait, on est sortis de l'événement un peu blasés, en se disant: «Mais nous, on se reconnaît tellement pas dans ce genre d'événement». Alors oui, parfois, il y a des discours qui sont inspirants et cetera, mais en fait, la marche est trop haute. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs, qui font, plus de 10K par mois, qui te font des discours quasiment de dev perso et cetera, mais ça correspond pas, nous, à notre réalité. En plus, on n'avait pas trouvé que l'événement était hyper bien organisé en soi. Enfin bref, on discute, voilà, en mode un peu potin, de fin d'événement et puis, bah, quelques temps plus tard, Auré, qui lance: «Bah, pourquoi nous, on le fait pas, notre événement?» et donc on ça s'est retrouvé un peu comme ça, mais pendant plusieurs mois, on a abordé le truc complètement dans le déni. C'est-à-dire qu'on s'est dit: «Ouais, ouais, on va faire un événement», mais on n'organisait rien. Donc tu vois, l'événement auquel on a assisté, c'était en janvier. En février-mars, on se dit: «Ouais, ouais, on va faire un événement» et en réalité,
on a vraiment organisé le truc à partir du mois de juin. Donc en fait, on a organisé un événement en 3 mois parce qu'on trouvait l'idée géniale, mais en même temps, on était un peu dans le déni de: «C'est pas pour nous, enfin, on est qui pour faire ça?» Et puis, bah, on avait, voilà, nos business, à faire tourner et tout. Donc moi, clairement, je te le dis, je l'aurais pas fait s'il y avait pas eu Aurélie avec nous parce qu'Aurélie, donc qui est bras droit, qui est le bras droit de Claire, elle a beaucoup d'expérience dans l'événementiel. Elle a travaillé sur la Japan Expo à Paris et cetera, donc elle a pu vraiment, bah, organiser le truc, border le truc en termes de rétro-planning, de logistique et tout. Moi, je déteste la gestion de projet. On discutait un peu brièvement tout à l'heure, toi et moi, tu parlais du fait que tu adores la conception. Moi, je suis comme ça. J'adore avoir les idées, j'ai des grandes idées, j'ai envie de faire plein de choses, mais alors par contre, l'exécution, les détails et tout, ça me saoule. Donc clairement, c'est un truc que j'aurais pas fait toute seule, mais je suis trop contente qu'on l'ait fait parce que, déjà, d'un point de vue personnel, ça m'a permis vraiment justement de réaliser un truc que je pensais jamais faire. Et en fait, quand je vois les retours qu'on a eu des gens qui se sont dit: «Bah, on s'est reconnus, ça fait du bien de voir d'autres manières de penser, d'autres discours, d'autres profils d'entrepreneurs aussi». Voilà, avoir tous ces discours et moi, les meilleurs retours que j'ai eus par rapport à ma partie à moi, c'est des gens qui viennent me voir et qui me disent que je les ai fait réfléchir parce que c'est mon goal ultime aujourd'hui, dans ma vie et dans ma vie d'entrepreneur. Je me sens tellement, enfin, je pense qu'on est tous un peu lassés de la lassitude, enfin voilà, cette lassitude qu'on a sur les réseaux sociaux. Un seul son de cloche, une seule méthode, une seule manière de faire, et on sent que le débat s'appauvrit. On sent aussi que la société, elle est de plus en plus clivée parce qu'on sait plus s'écouter et qu'on sait plus réfléchir. Et donc quand quelqu'un vient me voir en me disant: «Ton intervention me fait réfléchir, cultive mon esprit critique» et cetera, bah, meilleure, réalisation pour moi. Désolée, du coup, j'ai été, un peu fleuve dans ma réponse. J'étais sûr que tu allais me dire ça à la fin. Tu commences à me connaître. Je commence à te connaître et j'ai envie de rebondir sur, 2 choses. La première, c'est que, il y a un truc qui m'a marqué lorsque alors je sais plus si je crois que c'est Claire qui en avait parlé, dans un post Instagram, le fait qu'elle a commencé à être plagiée Ouais, vis-à-vis de ce mouvement ouais, et je trouve que c'est un sujet dont on a parfois peur et qui va résonner avec les gens qui nous écoutent. ouais, Pourquoi? Parce que souvent on se dit: «Qui je suis pour partager ça ou parler de ça?» On a peur aussi de la perception que les gens vont avoir. Parce qu'une fois qu'on crée quelque chose et que c'est sur la table, on n'a pas la maîtrise de comment ça va être perçu. mmh. Les licornes, elles sont belles dans notre tête, tu vois, mais à l'extérieur, c'est parfois des poneys quand Ouais, ça c'est floppe. clair. J'aime bien l'image. Et comment on gère ça? J'en profite parce que toi, tu es une insider Mmh. de ce projet du sommet des entrepreneurs du milieu. Comment est-ce que ça a été géré? Est-ce que tu as des pistes à donner aux gens qui auraient peut-être peur de lancer quelque chose, mais qui se disent: «Bah, si c'est copié ou mal perçu, comment je fais Ouais, pour gérer?» alors qu'il y a pas forcément, chez nos auditeurs, une grosse, structure toujours, tu ouais, vois? Ou une grosse communauté pour apporter cette force. ouais. Bah, c'est un sujet qu'on aborde aussi, dans le podcast qui sortira sur ma chaîne YouTube, mais effectivement, alors c'est marrant parce que pendant plusieurs mois, ça a été plutôt silence radio, mais le plagiat et les polémiques ont vraiment commencé au moment où on a, lancé l'événement, c'est-à-dire le moment où on a ouvert la billetterie. Et c'est incroyable parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que Claire, a vécu, en tout cas nous a expliqué, à savoir qu'à la fois, elle se sentait tellement pas légitime, et en même temps elle savait qu'elle tenait un truc, mais elle avait peur de le lancer parce qu'elle avait peur de ça justement. En fait, elle a c'est un peu la peur de la réussite aussi, tu vois? C'est de se dire qu'on va avoir un truc qui nous dépasse et finalement est-ce qu'on a les épaules pour gérer potentiellement ce qui va arriver derrière? Et elle nous a dit, et voilà, je vais pas mettre de mots dans sa bouche, mais globalement que ce qui l'a fait tenir à ce moment-là, c'était, bah, justement le fait d'être entourée, parce que, bah, bon, non seulement entourée par l'équipe, donc nous, c'est co-organisatrices, mais aussi toutes les personnes qui lui envoyaient au quotidien des messages de: «J'ai trop hâte d'être au sommet, je me reconnais tellement dans le mouvement» et cetera. Parce qu'en fait, si ça n'avait tenu qu'à elle, au moment où toutes ces polémiques et plagiats ont commencé, elle avait vraiment envie de tout arrêter. Enfin, en fait, elle s'est dit: «Mais moi, Mmh. je j'ai pas demandé ça, je veux pas ça, je suis pas prête à ça». Mais le fait d'être entourée par, nous et par tous ces gens, en fait, chez qui ça résonnait, bah, ça l'a fait tenir et ça l'a fait aussi se dire: «Bah, en fait», parce qu'elle, elle a une forte valeur de justice et d'injustice,
et en fait et c'est même pas que par rapport à moi, mais par rapport à tous ces gens qui se sont reconnus dans nos mots et dans notre mouvement, bah, en fait, c'est pas juste qu'on vienne les spoiler de ça et donc je dois tenir bon et je dois, surmonter le truc. Mais ce qu'on a fait surtout quand il y a eu, le plus gros moment de plagiat, moi, ce que j'ai dit à Claire, parce que je suis sa consultante perso aussi en com, c'est qu'à un moment donné, le risque était de se perdre dans les polémiques, justement. Donc en fait, il y avait 2 aspects, il y avait la réaction en interne et la réaction en externe. En interne, évidemment, l'avantage, c'est que Claire, elle avait déposé, le nom du mouvement, le concept et cetera. Enfin, elle a vraiment tout bordé d'un point de vue juridique, donc elle savait qu'elle pouvait se protéger, à ce niveau-là et d'un point de vue externe, ce que je lui ai dit, c'est que nous, on était en pleine période de lancement et qu'en fait, si elle commençait à répondre à Pierre, Paul, Jacques ou Micheline, elle allait complètement perdre de vue l'intention et le message qu'elle voulait faire passer. Et dans ces moments-là, même si c'est extrêmement dur et c'est ce que je conseille à tous mes clients quand il y a un peu de communication de crise à faire, le dans ces moments-là, c'était vraiment pas pertinent pour elle qu'elle vienne, être dans la réaction justement, mais plutôt je lui ai dit: «Prends du recul, réfléchis à quelle est ton intention, quel est ton message et c'est là-dessus que tu dois venir communiquer». Et le reste, c'est géré par ton avocat et voilà, tu vois? Et surtout, parce que même si Claire avait raison dans ce qu'elle voulait dire et dans ce qu'elle pense, si elle avait été dans la réaction, ça aurait été de l'émotionnel et ça risquait de diluer le message et l'objectif qui était quand même, bah, de remplir le sommet et de, bah, transmettre notre mouvement, nos idées et cetera. Donc ça a été hyper compliqué, mais comme elle le dit, elle-même, ce qui l'a aidée, c'est de tenir et maintenant, tu vois que tout ça s'est passé, donc voilà, le sommet est passé depuis 1 mois, la polémique, ça fait plus de 3 mois maintenant. Bah, du coup, là, elle a pu digérer la chose, elle peut s'affirmer, prendre la parole et se positionner par rapport à ces questions-là, parce qu'elle est plus dans la réaction émotionnelle, mais que vraiment elle a le temps de passer ça un petit peu à la moulinette de l'esprit critique et de voilà. Ce qui est compliqué sur les questions de plagiat, c'est que Heu et je suis la première toujours à dire ça, il y a pas de copywriting sur les idées, dans le sens où moi je crois vraiment qu'aucune idée n'est neuve. Qu'en fait, chaque nouvelle idée qu'on a aujourd'hui, elle naît sur le terreau d'autres idées que d'autres personnes ont eues avant nous, de choses qu'on a lues, qu'on a regardées, qu'on a écoutées, donc c'est normal qu'on soit inspirés les uns des autres. En revanche, là où on peut parler de plagiat, c'est quand il y a une copie dans l'exécution. C'est-à-dire quand c'est exactement les mêmes mots, les mêmes formulations. Quand ça devient tu sais, les anglo-saxons, ils disent: «Too close for comfort», c'est vraiment ça. Quand tu sens que au delà du fait que, bah, vous soyez, sur le même marché, que vous ayez la même vision de votre secteur et cetera, si vraiment c'est exactement à chaque fois les mêmes formulations, les mêmes mots, les mêmes et que la personne parle de la chose exactement comme toi tu en parles, alors que toi normalement tu en parles du fait de ton expérience, de ce que tu as vécu avant, de ta vision propre et cetera, bah, là ça devient compliqué et effectivement faut pas hésiter à s'affirmer. Mais c'est dur parce qu'on c'est marrant que tu aies posé cette question parce que c'est une discussion que j'ai encore eue avec Claire cette semaine, où on parlait de la peur de se positionner. On a aussi peur de passer pour des rageux. On aujourd'hui, on pense beaucoup à l'image qu'on va renvoyer, à l'image de marque qu'on a et donc on se dit: «Si je crie au plagiat, je passe vraiment pour, la rageuse de service, qui se sent menacée parce qu'en fait, dans le fond, la vérité, c'est qu'elle a pas vraiment confiance en elle», enfin donc tu vois, trouver cet équilibre entre quand est-ce que c'est légitime, de s'affirmer et de montrer que même si on croit à la nuance et à l'esprit critique, bah, on n'est pas des grosses pigeonnes et le moment où en fait on se dit: «OK, on doit prendre du recul et être au-dessus de la mêlée» et je t'avoue que c'est un sujet qui me questionne aussi en ce moment parce que, et là tu vois, j'ai cette peur aussi de me dire, que les gens vont se dire: «Mais pour qui elle se prend?» mais tu vois, il y a 2 ans quand j'ai pivoté et que j'ai commencé à parler de communiquer à sa sauce, personne n'en parlait. Et petit à petit, et ça je l'avais vu avec Claire quand on bossait là-dessus, elle m'avait dit: «Bah, là, tu es dans un océan bleu, mais ça risque de ne pas durer» et effectivement, petit à petit, bah, j'ai vu de plus en plus de gens, se positionner là-dessus, sur le fait d'avoir une communication qui leur ressemble et cetera, et ça, c'est le jeu, mais il y a eu 2-3 fois par, 1 ou 2 concurrents où je me suis dit: «Là, c'est quand même vraiment trop près». Des newsletters qui sortent,
2 jours après la mienne sur le même sujet avec des termes très, très proches et cetera et donc dernièrement, j'ai eu une discussion avec Claire et elle m'a dit: «Si tu sens que tes concurrents viennent toujours te chercher sur ce terrain-là, va là où ils peuvent pas aller te chercher». Et j'ai vraiment digéré ce conseil, et c'est pour ça que, tu vois, dernièrement, j'ai retravaillé ma propre, strat édito parce que je me suis dit: «Finalement, c'est exactement ce que je dis moi aussi à mes clients», tu vois? Quand on parle de miser sur sa singularité et cetera, c'est pas juste en surface, c'est qu'il y a forcément des choses que tes concurrents peuvent pas faire comme toi. Et tu vois, je me suis dit: «Bah, moi, c'est quoi ma singularité?» C'est vraiment ce côté, où je vais aborder la com sous l'angle, un peu philo, un peu intellectuel, psychologique et cetera. Bah, je vais encore plus pousser là-dedans parce qu'en fait, ils peuvent pas le faire comme moi, tu vois? Encore une fois, une réponse fleuve. C'est hyper intéressant parce que tu t'approches, de la question que Tom, que j'avais en podcast hier, Ouais. l'épisode qui sortira juste avant le tien, enfin le nôtre. Hem, et avant de te poser sa question, il y a des choses que je trouve hyper intéressantes. Notamment, tout à l'heure, tu as parlé du fait de faire réfléchir Mmh mh. et que c'est le meilleur compliment que tu puisses recevoir toi. Ouais. Ce qui peut être perçu comme, une déclaration osée dans un monde de la com Mmh. où les hooks, viraux, sont vus comme les rois du monde, où, le trash est presque prôné pour, pouvoir se faire une différenciation. Ouais, Et bah, là tu me parlais de la vidéo, sur laquelle j'ai réagi hier en story, c'était ça, quoi. C'était vraiment, de l'ultra provocateur. mais c'est pas ta marque de fabrique. Pas du tout. Tu vois, c'est cet entre-deux aussi à trouver et je trouve que dans notamment au sommet, moi, c'est aussi ce qui m'a intéressé au-delà du fait qu'on se connaissait avant et que j'ai complètement confiance en ce que tu proposes, parce qu'on peut le dire aux gens, j'ai été client chez toi. Hem, Ce qui m'a aussi convaincu, c'est le fait que vous poussez un mouvement, mais que très tôt aussi, notamment dans la première conférence, vous dites: «On ne se met pas en opposition à quelque chose, parce Ouais, qu'on ne veut pas exister à travers, enfin, par effet ricochet de quelque chose d'autre». On veut pousser quelque chose qui s'inclut, en fait, entre ce qui existe, parce que sinon on n'existe pas. Je ouais. crois que c'est plus ou moins comme ça que ça a été, amené. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à justement prendre ce créneau de, bah, communiquer à sa sauce, mais sans être dans le trash, sans aller dans l'ultra provocateur? Est-ce qu'il y a un truc dans ton parcours qui t'a marqué? Je sais que tu as été, adjointe au Parlement, je veux pas dire de J'étais bêtises. conseillère politique, au Parlement européen, donc c'est vrai que je suis habituée au monde, du clivant, de la petite phrase et cetera. Mais le moment où j'ai pivoté, où j'ai commencé à parler de communiquer à sa sauce, c'était pas fait de manière aussi consciente. Ça s'est un petit peu imposé à moi, bah, au fil des sessions que j'avais avec Claire, dans son accompagnement et en fait, je savais qu'il y avait un truc qui me dérangeait sur, l'entrepreneuriat en ligne à l'heure actuelle et surtout, en fait, sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle et j'avais conscience peut-être justement parce que ça fait longtemps que je suis politisée, j'avais conscience que les choses sont en train de s'empirer, dans la manière dont on est tous dans notre echo chamber et où on est plus capable de s'écouter et de réfléchir. Donc peut-être que j'en avais une conscience, mais en tout cas, j'ai pas eu de déclic particulier où je me suis vraiment dit, communiquer à sa sauce. Hem, il y a 2 aspects, je pense qu'il y a des intuitions et puis après, bah, Claire, elle m'a fait quand même faire un vrai travail, bah, auprès de ma cible, aller interroger des questionnaires, machin, pour voir quelles étaient leurs problématiques com. Je savais que je voulais faire un truc autour de la prise de parole et en fait, au fur et à mesure où j'enquêtais, auprès de ma cible, je me suis rendu compte que, bah, ce qui revenait le plus, c'était le sentiment de manque de légitimité. La phrase que j'entends le plus au quotidien, c'est: «Je n'ai rien d'intéressant à dire». Et en fait, je me suis dit: «Mais comment cette personne qui a un parcours incroyable, qui fait tel truc, qui est trop douée là-dedans et cetera, comment elle peut en venir à se dire qu'elle, elle a rien d'intéressant à dire?» Et à côté de ça, laisser la place à des personnes qui, probablement sont moins qualies en termes de travail, mais juste sont des «grandes gueules» entre guillemets. Alors, comme tu le disais à l'instant, le but c'est pas de venir en opposition. Moi j'ai rien contre les personnes qui sont extraverties, grandes gueules et cetera, enfin, grand bien leur face, mais ce qui m'a dérangée, c'était de voir un petit peu le sentiment de terreur que ça pouvait impliquer chez les autres
quand il s'agissait de s'affirmer et de prendre la parole. Et je me souviens qu'à peu près au moment où je travaillais justement sur l'ébauche du speakeasy, j'avais une copine, entrepreneur qui était venue me dire qu'elle avait, suivi le challenge, d'une grosse entrepreneur pour, publier sur LinkedIn et cetera, et qu'il y avait eu des problèmes dans ce challenge, et la manière dont cette grosse entrepreneur avait géré les choses avait laissé beaucoup de frustration parce que justement, les personnes qui se plaignaient, on leur avait coupé la parole. En gros, voilà, on avait juste coupé les canaux de communication entre les participantes et cetera et cetera. Et je me suis dit: «En fait, c'est ça le problème». C'est le moi, ce qui me dérange pas, c'est pas que certaines ce qui me dérange, c'est pas que certaines personnes aient assez confiance pour, être clivant et cetera. Ce qui me dérange, c'est que, du coup, les autres en face pensent qu'elles n'ont pas le droit, elles, de parler. Elles ont peur de le faire, elles ont peur du jugement, des réactions, et surtout, elles pensent qu'il y a qu'une seule manière de faire, et que puisque moi, je suis quelqu'un qui, ne sait pas faire de clivant, n'arrive pas à être, voilà, hyper cash et cetera, ça veut dire que je dois pas communiquer. Et c'est ça, tu vois, c'est plutôt, le constat à la fois dans, la recherche en termes de marketing que j'ai faite pour mon accompagnement, et aussi au quotidien avec les amis entrepreneurs que j'ai, de me dire: «Non, en fait, il y a pas quelqu'un qui a plus le droit de prendre la parole que l'autre, et surtout, il y a pas qu'une seule manière de faire». Et je rajouterais juste, je pense qu'il y a eu un petit épisode un peu avant que je pivote qui m'est arrivé, ou juste au même moment, je sais plus. J'ai fait une story, enfin, j'avais fait un post où j'avais parlé du harcèlement que j'ai vécu, quand j'étais au Parlement européen, harcèlement moral et harcèlement sexuel. Et après ce post, j'ai fait des stories pour expliquer un peu plus le contexte, et je disais que, j'étais pas, coupable de ce qui m'était arrivé, mais j'en étais responsable. Et j'essayais d'expliquer cette finesse d'analyse, responsable dans le sens où moi je crois en la responsabilité individuelle, et je pense qu'on est toujours responsable de on n'est pas toujours coupable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait derrière. C'est-à-dire, est-ce que je vais laisser ça me définir comme victime, machin et tout? Et suite à ces stories, j'ai été bloquée, et insultée par d'anciennes copines entrepreneurs, très, très féministes, qui ont très, très mal, pris ma parole. Et je t'avoue que ça m'a un peu, je sais pas, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je pense que ça a un peu cristallisé cette intuition que j'avais de: «Il n'y a plus de finesse et de nuances de pensée. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit tu es, féministe, soit tu es contre nous. Soit tu es de droite, soit tu es de gauche». Enfin, tu vois, genre, c'est impossible de juste lire entre les lignes et de comprendre quelque chose d'un peu plus subtil. Et ça, je pense que c'était un peu aussi l'élément déclencheur de bah, en fait, on a le droit de pas être radical dans nos propos et dans nos pensées. On a le droit de l'être aussi, c'est OK, mais ne martyrisons pas ceux qui ne le sont pas. Ouais, 100. Un peu de nuance dans tout ça. Exactement. Et pour aller sur un sujet un petit peu plus, un petit peu plus chill, j'ai un jeu à te proposer. Ouais, vas-y. Alors toi qui me parlais de blanc ou noir, à l'instant, je te propose un jeu plus chill, mais l'idée c'est le oui, non ou je m'en fous. OK, Je vais te poser un certain nombre de questions, tu réponds oui, non ou je m'en fous. OK, ça marche. On peut développer certaines des questions. J'aime bien rebondir sur, certaines d'entre elles, je te les ai préparées spécialement pour toi. J'ai peur. Non, tu vas voir, c'est cool. C'est cool, c'est Ça va cool. être dur pour moi de répondre oui, non, tu as vu comme je suis bavarde? Bah, tu nous as fait la Garonne, le Rhône, le Rhin. On va Exactement. aller chercher la Seine et La la Loire Seine. maintenant. Super. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Est-ce que tu as déjà supprimé un post après coup? Non. Est-ce que tu as déjà fait un post juste pour l'algorithme? Oui. Est-ce que tu planifies tes contenus à l'avance? Oui. Est-ce que tu t'autorises parfois à disparaître des réseaux? Difficilement. Ah ouais? Ah bah, J'ai l'impression que tu gères de ouf ça. Je le pr alors, j'ai une règle, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai aucune obligation d'être là le week-end. Donc voilà, souvent je passe pas le week-end. Mais tu vois, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai pas fait de story, alors que normalement je suis présente en story tous les jours. La semaine dernière, j'en ai pas fait jeudi et vendredi, et j'ai quand même ressenti le besoin de me justifier. Alors que pourtant, je suis la première à dire à mes clients et à mon audience que c'est OK de prendre du temps, de déconnecter et tout, mais j'ai un rapport compliqué avec ça, et j'y travaille. OK, mais sache que, moi je t'ai piqué ça, le fait de ne pas poster le week-end. Mmh. Parce que c'est un truc que j'ai remarqué il y a quelques mois chez toi où, bah, tu
tu pas de mal ou du moins, tu l'air assez sereine lorsque tu fais un face cam, lorsque tu communiques, lorsque tu amènes tes posts en story, tout ça. Et j'ai remarqué que le week-end, tu postais pas. Je me suis dit: «Mais en fait, ouais, elle a raison». Et du coup, je ne poste plus le week-end et à chaque fois, je me dis: «En fait, ça me fait du bien aussi de penser à autre chose, d'être un Ouais, mec, un autre mec que le gars qui fait, du marketing ou qui aide des exactement. entrepreneurs spirituels», tu vois, Bah, moi, je à pense que briller. là-dessus, ce qui m'a aidée, c'est que je suis maman et en plus, je suis, mère célibataire donc en fait, le week-end, je peux pas avoir la vie d'un entrepreneur qui, peut quand même bosser, tout le week-end et être à fond dans le boulot le week-end. En fait, moi, le soir, à partir de certaines horaires et le week-end, je suis obligée de déconnecter et le point positif de ça, c'est qu'effectivement, ça m'a permis là-dessus de déculpabiliser quand je suis pas dans le week-end. En revanche, quand c'est un jour où normalement je dois bosser, j'ai un peu plus de mal, mais j'y travaille. OK. Est-ce que tu as déjà eu peur d'être oublié si tu ne postais pas? Oui. Même avec l'expérience, avec les années d'expérience? Bah, c'est marrant parce que je crois que j'ai fait une newsletter là-dessus il y a pas très longtemps, sur la peur d'être oubliée, je crois que c'était après l'été où justement j'avais pris, 2 semaines, un truc comme ça et bah, c'est très bizarre. C'est exactement ce qu'on se disait avec, Claire quand on a fait un petit peu le débrief du sommet, c'est qu'on croit évidemment à ce qu'on prône. Mais parfois, on oublie de se l'appliquer à nous-mêmes et tu vois, on dit tout le temps que, enfin moi je dis tout le temps par exemple que la communication c'est pas la perfection, mais quand ma performance n'est pas à la hauteur de ce que moi j'attends de moi, je le vis très mal et tu vois pour l'oubli c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je suis la première à dire que si tu as une direction claire, une stratégie de communication qui est claire, des messages clés et cetera et bah, c'est pas grave, si tu es pas là, pendant 2 semaines, 3 semaines et cetera mais je pense que comme on vit quand même dans une économie de l'attention et que moi mon travail il tourne autour de ça, j'ai cette peur quand même et de me dire, en fait et puis via la peur d'être oubliée, j'ai aussi un peu alors ça, c'est peut-être mes propres traumas à moi, mais la peur qu'on me passe devant, d'être remplacée, quoi. Mmh. Maintenant que tu fais du archi philosophique, impossible. Bah, écoute, figure-toi que c'est ce que j'essaie de me dire, mais juste avant, notre appel, je vais sur LinkedIn et là, je vois qu'une de mes concurrentes, a eu un bah, encore elle, a eu un post où je me suis dit: «Mmh», où elle parle de penser la communication. C'est marrant, c'est ce que je disais dans mon post LinkedIn de la semaine dernière et je suis là: «Mmh, il va falloir que je sois encore plus pointue pour pas qu'on vienne me chercher». Bah, après moi pour moi, quand on vient alors c'est facile de te dire ça parce que ça me concerne pas immédiatement là, maintenant, mais moi je recommande à mes clients en fait de d'aborder le sujet frontalement et de tourner ça à leur avantage. Ça m'a fait ça avec une personne qui est prof de tai chi, Ouais. qui s'est faite copier parce qu'il commence à avoir une com qui est vraiment canon et elle me disait: «Putain mais ça me saoule parce que, bah, il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait de en fait, je lance un truc, je mets une partie de moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une injustice et Ouais. du coup, j'ai envie de réagir à chaud et je lui ai dit: «Mais en fait, ce que tu as besoin de faire là, maintenant, c'est de voir ce que ça évoque en toi, de le digérer à ta manière. Mmh. S'il faut que tu cries, s'il faut que tu ailles faire de la boxe, vas-y et après tu peux tout à fait aborder le sujet en mode: "Ces derniers temps, j'ai commencé à partager, ce que je ressentais de telle manière et j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup, notamment certaines personnes qui ont repris certaines de mes concepts et quelque part, il y a une part de moi qui a été là, je lui fais le copywriting, je vous le fais en live, hein. Quelque part, il y a une part de moi qui a été, qui s'est sentie blessée parce que, bah, j'y attache beaucoup d'importance et c'est mon business et on est je pense qu'on c'est humain. On y met une Il y a part une de part nous. de moi aussi qui me dit qu'elle est contente de pouvoir inspirer même ses concurrentes. Mmh. Alors à vous qui, lisez ça, n'ayez pas peur de partager ce que vous avez sur le cœur parce que ça pourrait toujours servir à certaines personnes qui vous suivent. Ouais, Toi, moi tourner le truc un peu comme ça? je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'en interne, je trouve que c'est compliqué de, effectivement de dépasser ces alors oui, probablement que quand on réagit, c'est nos peurs, nos traumas, moi j'ai bon, on n'est pas dans ma séance de psy, mais moi j'ai une énorme peur de l'abandon et j'ai toujours eu un grand besoin de reconnaissance et donc en fait, quand on prend mes trucs, je me sens vraiment volée, quoi, tu vois? Genre volée d'une partie de moi et tu sais, c'est vraiment gros sentiment d'injustice et tout. Alors oui, tu as raison,
en soi, philosophiquement et même par rapport à la ligne que moi je prône, je devrais me dire: «Bah, c'est génial parce que du coup, j'amène» en fait, finalement, j'ai atteint mon but. J'amène une nouvelle manière de concevoir la communication sur les réseaux sociaux et si elle se répand, tant mieux. Mais j'avoue qu'intérieurement, j'ai un peu du mal à rester grand prince comme ça, tu vois? Genre, j'ai plutôt envie de dire: «Non, c'est le mien, c'est mon idée, je veux la garder». Ah ouais, bah, intérieurement, c'est sûr, ça remue, mais je pense que c'est aussi des choses qui te viennent dans un parcours, tu vois? Ouais. Et parfois, tu te dis: «Je vais avoir des challenges, je vais avoir des obstacles, je vais avoir du mal à vendre». Bon, ça se trouve, des fois, c'est juste des personnes qui reprennent ce que tu font parce qu'elles ont pas la capacité d'esprit de le penser elles-mêmes ou d'y arriver, Oui, puis sans avoir, mine de un rien, phare, tu vois? ça te pousse aussi, enfin moi je trouve que ça m'a poussée justement à m'améliorer, tu vois? Quand Claire m'a dit ça, quand elle m'a dit: «Va là où ils peuvent pas te chercher», en fait, c'est des choses que j'avais déjà en moi, mais justement j'osais pas aller sur ce terrain-là, plus philo, plus psycho et cetera, parce que je me disais que ça allait pas plaire et que j'allais perdre, tout le monde. Et finalement, en fait, s'il y avait pas eu ces concurrentes qui venaient, entre guillemets, «mordre sur mes plates-bandes», bah, j'aurais pas osé sortir de ma zone de confort comme on en parlait tout à l'heure. Donc parfois, on a aussi besoin mais d'ailleurs souvent, tu sais, je suis une grande fan de Mark Manson et de L'Art subtil de s'en foutre et il explique qu'en fait, il y a pas de progrès sans souffrance. Alors c'est une vision un peu, ascétique, de la chose, mais je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire que toutes les leçons que tu apprends dans la vie, malheureusement, il est obligé de t'arriver un truc pour que tu les apprennes et que tu les comprennes. Alors, non pas à dire qu'il faille chercher la souffrance pour la souffrance, mais en tout cas, à chaque fois, c'est une leçon, tu vois? Et c'est vrai que finalement, je pourrais me dire, si je suis un peu philosophe sur la chose: «Bah, merci mes concurrentes de venir me chercher parce que ça me pousse à me dépasser» et c'est vrai, tu vois? De ouf, de ouf, de ouf. Et de toute façon, bah, la souffrance revient sous différentes formes tant que la leçon, n'est pas N'est pas intégrée. acquise, Voilà, exactement. c'était mon petit moment philo. On retourne sur le jeu. Est-ce que, tu as déjà conseillé à quelqu'un d'arrêter de poster? Oui, Est-ce que tu crois que la vulnérabilité est devenue un outil marketing? malheureusement, oui. Ouais, je te rejoins. Est-ce que tu t'es déjà censuré pour ne pas froisser ton audience? Oui, oui et ça, si je peux développer un peu, Bien sûr. j'essaie de plus en plus d'affiner cette limite, parce que non pas me censurer pour être fausse et parce que j'ai peur du jugement, mais plus à chaque fois à me demander: «Est-ce que vraiment c'est utile par rapport au message que je veux faire passer? Est-ce que c'est utile que je dise ça ou que je dise comme ça?» Mais tu vois, c'est ce dont j'avais parlé dans ma conférence, au sommet des entrepreneurs du milieu, la différence entre, persona, de Jung et faux self de Winnicott, à savoir que s'adapter en milieux sociaux, c'est pas fondamentalement une mauvaise chose. Évidemment que tu vas pas parler de la même façon en entretien d'embauche et avec ton meilleur pote en soirée. C'est bien aussi de savoir s'adapter parce que ça permet justement, bah, de vivre ensemble tout simplement. Là où c'est problématique, c'est quand tu tombes dans le faux self et où tu vas vraiment être constamment à te conformer à ce que tu penses qu'on attend de toi. Mais si c'est fait, en conscience et avec intention et moi, par exemple, c'est le cas, tu vas de me dire: «Bah, je vais pas parler de ça parce que je pense que ça n'apporterait rien au schmilblick. En revanche, je vais venir l'aborder comme ça parce que ça me permet de pousser mes messages», bah, du coup, c'est pas très grave. Mmh, très clair. Tu veux les 2 dernières? Ouais, carrément. Et après je te renvoie sur un sujet un petit peu plus, sérieux, si on peut dire. Est-ce que tu as déjà eu la flemme d'être inspirante? Oui. J'ai l'impression qu'on pourrait développer chaque truc, mais malheureusement, il va nous rester, 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que tu crois que les likes mesurent encore quelque chose? Non, mais si je veux être précise, je dirais que je suis la première à dire que c'est des vanity metrics. Mais on a besoin aussi d'ego et je pense qu'il faut arrêter aussi de diaboliser ça. Oui, on sait que c'est pas les likes qui te rapportent tes clients, c'est pas les likes qui font ta valeur et j'ai encore fait un post LinkedIn, sur le sujet cette semaine. En revanche, il faut arrêter aussi de diaboliser l'ego et la vanité. On a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de se sentir aimés, on est des êtres humains et c'est aussi je pense que si on est entrepreneur, c'est aussi un peu pour ça, c'est parce qu'on veut s'accomplir et accomplir quelque chose et avoir une certaine reconnaissance. Donc c'est un peu le message de:
non, les likes, ça mesure pas grand-chose, mais allez liker les posts des gens que vous aimez bien parce que ça fait quand même du bien et que c'est un moteur aussi au quotidien. Et c'est le meilleur soutien, que vous pouvez donner à quelqu'un, aussi. Franchement, quand on se sent seul et que moi, combien de fois j'ai eu des clientes qui m'ont dit: «En fait, je sais pas à quoi ça sert que je poste parce qu'il y a personne qui réagit, j'ai l'impression de crier dans le désert». Alors évidemment, je peux toujours rationaliser la chose en leur disant que, voilà, les abonnés fantômes, que moi, les dernières clientes que j'ai signées, c'était des gens qui likaient pas forcément et tout. Tout ça est vrai évidemment, mais ça reste quand même extrêmement frustrant quand tu passes du temps à essayer, bah, justement de synthétiser une pensée, à essayer de le mettre en mots pour que ça touche les gens et qu'il y a pas de réaction, forcément que c'est épuisant. Donc non, les likes, ça mesure pas grand-chose, mais ça fait plaisir quand même, donc ouais, allez liker, quoi. Ouais. Et pour boucler là-dessus, sachez que pour avoir eu beaucoup de business et pour avoir été dans les coulisses de beaucoup de business, d'entrepreneurs en ligne et hors ligne, il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux, qui font beaucoup d'argent à leur manière. Il y a des gens qui sont sur les réseaux, qui ont 5 likes et qui sont aussi très bons, Mmh. dans ce qu'ils font et qui ont des clients et qui leur chiffre d'affaires ne reflète pas du tout ces 5 likes, pour avoir accompagné certaines personnes comme ça. Donc c'est effectivement, comme tu le dis, il y a ça fait plaisir parce qu'on quand on crée, finalement, c'est une partie de nous qu'on donne et on a envie que ce soit bien reçu comme ce podcast, hein, par Ouais, exemple. donc Mais allez il faut liker ce aussi, podcast, s'il vous plaît, merci. voilà, et je vais faire ce que je n'ai encore jamais fait sur cette nouvelle saison. Mmh. Si ça vous plaît, mettez un petit like, abonnez-vous ou pas, ça m'est égal. Mais si vous lui trouvez quelque chose, enregistrez-le ou bien, mettez en commentaire ce qui vous a le plus parlé, Mmh. ou bien des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochains podcasts. C'est vrai que je suis un copywriter quand même un peu en carton, tu vois? J'ai jamais fait d'appel à l'action comme Ah bah, ça. non, mais c'est toujours le moment, promo, c'est toujours le moment où on est, même en tant que copywriter ou ancien copywriter, on est le moins bon parce qu'en fait, faire son autopromotion, c'est toujours justement très délicat pour l'ego. Ouais, ouais, puis même en fait, j'y pense On pas, le tu vois? prépare pas, quoi. Tout à l'heure, je vais te proposer qu'on fasse une photo pour, les réseaux, mais sinon, je suis là pour kiffer en vrai. C'est De le fou, je suis d'accord. podcast. Je te propose une dernière question qui est de Tom, que j'ai eu hier, OK. le précédent pour les auditeurs. Tom Lavial. Quelle part de toi tu ne veux pas accepter, mais qui te mènerait à l'étage suivant dans ton business? Putain, la question philosophique, Ah, tu nous as vendu la statue, en marbre, posée avec les colonnes sur les côtés. quelle On y part va? de moi je ne veux pas accepter, mais qui m'aiderait à passer, le next step dans mon business? Ouais. Hem, alors c'est tellement pas politiquement correct comme, réponse. Mon amour de l'argent. Je crois que j'aime l'argent, mais j'ai tellement peur, et je me dis que ça se fait pas que tu vois, là, j'ai dû me prendre un coup de pied aux fesses par, Claire pour, augmenter, un tout petit peu mes tarifs parce qu'il y a aussi ça c'est le discours politiquement correct, mais c'est vrai, il y a quand même un désir de rester accessible pour la cible avec qui je veux bosser. Mais je sais pas, je pense qu'il y a une partie de, je veux pas qu'on dise ça, je veux pas qu'on dise que je fais que ça pour l'argent, machin et tout. Alors qu'en fait, c'est ridicule parce qu'évidemment, je suis entrepreneur, évidemment que je veux gagner de l'argent et que j'aime les choses simples, mais j'aime aussi le confort. Je trouve que c'est facile, d'aimer, les balades, en forêt quand tu dors, dans un bon lit, tu vois? Donc je dirais que c'est peut-être ça. OK, hyper intéressant et effectivement pas politiquement correct, mais je pense que c'est non, mais c'est hyper important d'en parler. Mmh. Parce que ça, c'est le genre de choses que déjà, c'est pas forcément évident de se l'admettre. Ouais. Parce qu'on a tous notre propre image de nous-mêmes et on se dit: «Non, non, moi je fais les choses pour servir, attention». Ah non, en fait, l'argent est important, c'est le nerf de la guerre et c'est, moi, c'est un gros sujet chez les personnes que j'accompagne. Le fait de, OK, tu as une magie, tu as un don, peu importe, tu as des facilités et en fait, c'est pas parce que tu es spirituel que forcément tu dois faire ça gratuitement. Ouais. Parce que tu as choisi de t'incarner où il y a un truc plus fort que nous là-haut, peu importe le nom, le concept qu'on met derrière, qui, fait que tu joues dans un bac à sable qui est la terre en 3D et il y a l'argent dans ce Mmh. bac à sable. Mmh. Donc non, moi je trouve ça vraiment bien d'en parler et merci d'avoir partagé ça. Bah, merci à Tom pour ces questions, philosophiques.
D'ailleurs, c'est à ton tour de poser une question pour l'invité d'après, OK. qui sera, Gwen, une numérologue. Si Enfin, elle qui est a Gwen, hein, elle existe déjà. si tu n'avais pas peur, du jugement, qu'est-ce que tu dirais? Enfin, quelle prise de parole, quel post tu faire? S'il y avait zéro conséquence, négative possible? C'est enregistré. Est-ce que Attends sa réponse. est-ce que, tu 10 minutes encore? 10 minutes, Ouais, un quart d'heure ou ouais, pas? ouais. Est-ce que tu veux jouer encore un petit peu? Bah, si tu as d'autres questions à me poser, let's go. J'ai un concept que je suis content, je pensais qu'on n'aurait pas le temps de le faire, mais je suis grave content. Je vais te partager mon écran. Ouais. Hop, hop. Je te laisse me confirmer que tu vois bien apparaître Ah, la la petite petite roue. OK. alors attends, 1, 2, 3, 4. OK, je te laisse me donner un chiffre entre 1 et 5. 2. OK. 1, 2 et à ton top, on va lancer la roue. La roue va nous donner un thème OK. et Top, derrière ce thème se cache une question. c'est parti. C'est le jeu des cartes miroirs. Alors on fait ça sur une roue maintenant parce que c'est le début de la saison 3 et j'ai pas encore imprimé les cartes. Et en attendant les podcasts en présentiel, où on va se faire encore plus kiffer, Ah, ça il y a serait la trop roue. cool. Ouais. À ton top. Allez, top. Magie la rencontre? La magie, OK. Est-ce que tu as les applaudissements aussi? Ouais, j'allais dire, je me fais Ah ouais? applaudir en Trop plus. bien. Trop, trop bien. J'espère que vous l'aurez, au recording aussi. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tout s'est aligné sans que tu forces dans ton business? Mmh. Bah, j'ai envie de dire maintenant, hein. Mais en fait, je trouve que sans que tu forces, c'est faux parce que là, ça me semble facile à l'heure actuelle, mais je sais que c'est le fruit de tout ce que j'ai semé, ces 2 dernières années. Hem, alors c'est marrant parce que, tu vois, c'est marqué magie. Moi, je crois pas trop, à la magie. Bah, je sais plus si tu le sais, mais je suis catholique, pratiquante. Donc C'est pour ça que je vais avoir cette question pour toi. Ouais, je pensais pas de hasard. Je crois, qu'il y a un Dieu, hein, mais je crois pas trop à tout ce qui est, magie et tout, sauf si on parle, d'Harry Potter et de Hogwarts Legacy, que je suis en train de saigner, à l'heure actuelle. Mais du coup, en fait et puis en plus, au-delà de ma religion, j'ai été éduquée dans une famille, qui a une mentalité très, volontariste. Donc on est toujours très responsable et tout dépend de nous. D'ailleurs, mais ça c'est encore autre chose, je pense que j'ai été trop éduquée là-dedans, donc j'ai du mal Mmh. à ne pas prendre la responsabilité quand quelque chose se passe, mal. Mais du coup, je dirais pas que c'est de la magie en fait, enfin, peut-être que la part de mystère là-dedans et donc certains diront la magie, d'autres l'univers ou moi je dirais la providence, c'est plutôt les personnes que j'ai rencontrées dans mon activité et qui font que, ça me fait avancer et grandir. Donc évidemment Claire, mais aussi Aurélie, Émilie Pitou qui est ma graphiste depuis 4 ans maintenant. En fait, toutes ces personnes-là qui font mon écosystème, qui à chaque fois, je le sais, m'ont aidée à passer des steps juste par leur soutien, par les discussions qu'on a eues, par le recul qu'elles peuvent avoir sur ce que je vis et donc je dirais que la part de mystère, c'est ça, c'est pourquoi on rencontre telle personne à tel endroit et à tel moment c'est peut-être ça la part de magie ou de providence, au choix. Mmh. Et est-ce qu'il y a un truc que tu as arrêté de faire et après ça marchait mieux? Et tu te dis, «Là, j'arrête de faire ça», volontairement ou pas, hein, par la Mmh. force des choses Mmh. et finalement ça marche mieux. Alors qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Alors je sais pas si je pense pas que ce soit ça qui fasse que ça marche mieux, mais en tout cas, j'ai arrêté complètement de faire de l'email marketing. Je fais plus de séquences email, de campagne email et cetera. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, lundi, j'ai reçu un email de prospection comme on en reçoit, tous, beaucoup par un copywriter. D'ailleurs, je l'ai félicité parce que,
email de démarchage à froid, mais il a pris le temps de vraiment ultra personnaliser l'email. Il est allé voir mes contenus, il m'a fait, l'objet de son email, c'était, «Fan de Taylor Swift?» point d'interrogation, donc tu vois, il avait Ah, bien c'est ciblé, fort. Ah, il avait bien déjà, travaillé, mais du coup, tu vois, et comme d'habitude dans ce genre d'email, il me fait une petite vidéo en disant tout ce que je pourrais améliorer dans mon tunnel de vente et notamment faire une séquence email de bienvenue, machin et tout. Et en fait, je pense que depuis que j'ai quitté le monde du copywriting pour me concentrer vraiment sur la com, la pensée et cetera, je me suis un peu lâché la grappe sur tous ces petits trucs que je devais bien faire, et finalement, alors je sais pas si ça marche mieux, mais disons que ça marche pas moins bien et que dans tous les cas, j'ai l'impression quand même que, du coup, ce que je récolte est beaucoup plus sincère. Enfin, alors c'est sûr que ça prend plus de temps quand on n'est pas, ultra focus sur les ventes, et qu'on est plus focus sur le fait de créer du lien. Bah, créer du lien, ça prend du temps, créer de la confiance, ça prend du temps, donc j'ai un j'ai un parcours d'achat, de ma cible qui est beaucoup plus long, je pense qu'entre le moment où on me rencontre et le moment où on achète chez moi, en général, il se passe environ 6 mois, donc pour moi, c'est plus long. Mais disons que je me mets moins la pression sur tout bien faire en termes marketing, avoir une page de vente ultra copyrightée, des séquences email, des automatisations, et après je pense que c'est aussi un peu une tendance, hein. J'ai l'impression que tout le monde s'est un peu lâché la grappe, là-dessus, et ça reviendra peut-être parce que c'est comme dans la mode en fait, hein, il y a des cycles. Peut-être que, d'ici 2 ans, on repartira tous vers des trucs ultra marketés, mais voilà, je me suis lâché la grappe là-dessus en tout cas. trop bien et trop bien que ça fonctionne, ainsi pour toi. Merci. Tu as semé une petite graine tout à l'heure avec le speakeasy. Ouais. 2 choses, comment déjà on fait pour, avoir plus de leads dans sa vie? Est-ce qu'on renvoie les gens quelque part? Comment on fait? Déjà, pour avoir plus de listes dans sa vie, il faut me suivre sur Instagram et lire ma newsletter sur Substack. Ma newsletter, elle s'appelle Nuance. J'envoie un mail, par, semaine, et je trouve que je parle de la newsletter parce que je trouve que c'est vraiment le format où on voit justement, mon jus de cerveau, ma pensée et Mmh. cetera. C'est un format long où j'ai le temps de développer, des choses, qu'on peut pas trop développer, sur Insta. La chaîne YouTube aussi qui vient d'ouvrir, du coup, pour le moment, il y a qu'une seule vidéo et la prochaine arrivera, là, soit d'ici la fin de la semaine, soit la semaine prochaine, avec, justement Claire, Marion et Auré, le fameux podcast sur le sommet. Et le speakeasy, écoute, c'est un accompagnement, du coup, que j'ai créé il y a 2 ans maintenant, mais que j'ai bien affiné d'ailleurs depuis, le moment où toi tu l'as fait. C'est un accompagnement de 3 mois pour vous permettre de vraiment, vous affirmer dans votre communication et communiquer à votre sauce en repartant de vous. Donc c'est un format hybride où il y a à la fois des modules vidéo et 4 séances de consulting, incluses avec moi, et surtout pendant 3 mois, je suis vraiment votre second cerveau com. Donc vous pouvez m'envoyer tout ce que vous écrivez, tous vos posts, même vos emails, à vos clients, vos emails de démarchage, vos pitchs, bref, tout ce qui nécessite de la com, et ça, c'est vraiment le format que je préfère parce que je trouve que 3 mois, on a vraiment le temps, bah, de repartir de la base, à savoir de revenir à soi, à ce en quoi on croit, à ce qu'on a vraiment envie de dire, comment on a envie de le dire, et tout simplement, en fait, quelle image on a envie de renvoyer, et en tout cas, tous les retours que j'ai, de mes anciens clients, le fait qu'ils arrivent à s'affirmer derrière, bah, pour moi, c'est pépite, donc voilà. Et sinon, autre manière, consulting à la carte, d'1 heure 30 sur des sujets, divers et variés comme, la stratégie de com, pour ces 3 prochains mois, comme comment mettre plus de personnalité dans ma com, et cetera et cetera. Ou troisième et dernière option, la consultante perso, et là, c'est le fait d'être votre consultante com à l'année et de, bah, pouvoir, vous accompagner au quotidien, avec, des points, réguliers, et pareil, relecture, je suis à disposition et voilà. Et comme vous le voyez, ou comme vous l'entendez, ceux qui nous écoutent, en podcast, on peut avoir un écosystème très bien pensé, très cohérent, sans forcément tirer sur tout le monde dans sa com. Exactement, et je pense que c'est un point, important. Je suis contente que tu finisses, là-dessus. En fait, trouver sa place et s'affirmer, ça veut pas forcément dire être tout le temps dans la guerre ou dans l'opposition, et c'est aussi parfois effectivement reconnaître qu'on tire des inspirations à droite à gauche, qu'il y a cette partie-là de la hustle culture que j'aime bien, cette partie-là du slowpreneuriat que j'aime bien, cette partie-là du marketing que j'aime bien. Non, le marketing, c'est pas forcément, trop le grand méchant loup. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime dans la philosophie, d'aller tirer vraiment un peu toutes ces inspirations, bah, pour, proposer quelque chose qui nous est propre,
et je trouve que c'est vraiment la meilleure manière d'avoir une communication qui nous ressemble et qui se démarque. Bah, merci Lise pour tout ce que tu es venue partager aujourd'hui. Bah, merci à toi de m'avoir reçue, c'était trop chouette. J'avais l'impression vraiment qu'on était en train de refaire le monde, autour il manquait plus que le verre de vin et l'apéro et franchement, j'aurais pu continuer comme ça toute la nuit. Ah bah écoute, quand je serai de passage à Paris, Ouais, tu me on se diras. fera ça, on se fera l'épisode 2 Carrément. parce que j'ai encore plein de questions qui restent en suspens. Mais en attendant, je te remercie encore une fois et à toi qui nous écoutes, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ciao, ciao. Ciao Lise. Ciao.